Alors bonjour à toutes et tous, donc bienvenue, dans cette séance, on va faire donc des révisions, donc la révision des cours 1 à 7, qui sont au programme du contrôle de ce samedi, hein. Bonjour à tous, merci de participer dans le chat, déjà pour vos salutations et j'espère que, on pourra, converser, plus que d'habitude, hein, étant donné que là, effectivement, c'est important puisque c'est le contrôle de ce samedi. Alors, donc j'ai dit révision de cours 1 à 7, hein, c'est tout ce qui est au programme du contrôle, c'est-à-dire jusqu'au tuple. Voilà. Les compréhensions de liste, c'est pas au programme, mais vous avez la possibilité de l'utiliser quand même. Donc ce que j'ai prévu, c'est j'ai pris les annales de 2018 en fait. Et on va regarder un peu ça quoi. A priori, bon, ça devrait ressembler quand même à peu près à ça, ce que vous allez, avoir, ce samedi en beaucoup plus court de toute façon puisque, samedi vous avez un contrôle d'1 heure alors que là c'était des épreuves d'1 heure et demie, hein. Bon alors juste avant de commencer, j'ai juste 4 transparents là à vous montrer, pour vous parler juste rapidement des compréhensions d'ensemble et des compréhensions de dictionnaire. Je vous invite à aller sur le livre, enfin, à aller regarder le livre pour avoir plus de détails, hein, et tout ça. Donc là, je vais passer vraiment très, très vite pour que vous sachiez que ça existe et que vous avez la possibilité de l'utiliser, mais ça pour le contrôle du mois de janvier. Mais possibilité de l'utiliser, mais c'est pas une obligation, en fait, hein. D'accord? On peut toujours faire sans. Donc ce qu'on avait vu déjà il y a 2 cours, c'était la manière de faire une compréhension de liste. Hein, donc ça, c'est extrait des transparents que j'ai mis en ligne, comme d'habitude, hein. Donc j'ai juste pris quelques transparents que j'ai extraits, seulement 4 et vous avez l'ensemble des transparents, mais je le truc le plus simple que de lire des transparents, c'est d'aller lire le livre, hein. C'est puisque évidemment il y a les commentaires qui sont écrits, qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc une compréhension de liste, hein, ça s'écrit entre crochets comme les listes et puis ça dit un élément fort, une variable dans, bah, un itérable, c'est un range ou une liste ou une str. Une condition éventuellement et puis éventuellement vous pouvez réécrire d'autres forts qui sont derrière, hein. Donc voilà, ça on l'avait déjà vu la dernière fois, hein, ce premier exemple et maintenant la question c'est comment je fais pour faire des compréhensions de listes comme ça et comment je fais pour faire des compréhensions d'ensemble ou des compréhensions de dictionnaire? Et bah, voilà, ça pour faire une compréhension d'ensemble, bah, c'est exactement la même chose, la seule différence c'est qu'il y a ici, bah, des, accolades au lieu d'avoir des, crochets, hein. Les crochets, c'est pour les listes, les accolades, c'est pour les ensembles. Donc voilà, la seule différence, c'est de mettre des accolades. C'est exactement pareil sinon, quoi. Voilà et donc le fait que ça soit un ensemble plutôt qu'une liste, ça fait qu'évidemment, contrairement à une liste où il y a un ordre et les éléments peuvent se répéter, dans un ensemble, il y a pas d'ordre et les éléments ne peuvent pas se répéter, hein. Mais sinon, pour, la construction de ça, c'est exactement la même chose. La seule différence ici, ce sont les accolades. Enfin, compréhension dictionnaire, donc ça ressemble beaucoup aux compréhensions d'ensemble, hein, sauf que un ensemble, quelque part, c'est juste un ensemble de clés et puis pas de valeur associée et un dictionnaire, c'est une clé avec une valeur associée, hein. Donc la syntaxe, elle est pareille que l'ensemble, hein, mais pour le dictionnaire, on rajoute 2 points valeur, hein, donc des couples clés-valeurs ici, hein. Voilà. Petit exemple ici, par exemple, hein, comment on imagine qu'on a un dictionnaire qui a des entiers associés à un tuple de 2 chaînes de caractères, un entier et un booléen. Ça, c'était le personne. Alors, il y a une question. Ah non, c'est juste un bonjour. Salut Yamakosen. Alors, donc, voilà comment on ferait une compréhension. Alors, donc là, on reconnaît que c'est une compréhension de dictionnaire parce qu'il y a un 2 points ici. Et voilà. Mais sinon, la construction est toujours la même. Donc, accolade parce que c'est un dictionnaire. Et ce que j'ai mis ce petit exemple-là et c'est mon dernier transparent là-dessus, parce que, c'est intéressant de voir ici effectivement que pour les dictionnaires, je vous avais montré, hein, si on veut récupérer clé-valeur, il faut écrire d.items et pas seulement d tout seul. Si c'est d tout seul, vous récupérez uniquement les clés, hein. Donc la clé ici, hein, je répète, la clé c'est le int, hein, voilà et ça et la valeur c'est tout ce tuple ici, hein.
hein, ça peut être un tuple ou autre chose, hein, ou un float ou bon bref. Vous pouvez, int vers float, hein, vous pouvez très bien avoir ce genre de de dictionnaire, quoi. Voilà. Donc si vous faites des.items, ça va obtenir à la fois la clé et la valeur et si vous mettiez seulement des, à ce moment-là, vous obtenez uniquement la clé et la valeur est complètement ignorée, hein. Voilà. Donc ici, bon, ça consiste à récupérer, donc là, c'est des tubes de personnes, récupérer à chaque fois, refaire un nouveau dictionnaire avec seulement les noms et les numéros, à partir d'un dictionnaire où il y avait un numéro associé à une personne. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est seulement pour vous montrer que ici, en fait, le int, il est là et après vous avez le tuple avec les 2 str qui sont là, un int et un info et c'est pour vous montrer que, bon, même sans la compréhension, vous pouvez toujours faire des forts comme ça, hein. Si vous avez un for, donc sur un dictionnaire, vous pouvez le faire comme ça, avec, clé, valeur, mais si vous avez des tuples aussi, vous pouvez faire aussi si vous aviez par exemple une liste de tuples, voilà, str, int, bool. Si vous aviez une liste comme ça, hein, ce qui est tout à fait possible de faire des listes de tuples, hein, eh bien, vous, pourriez écrire quelque part, hein, donc si cette liste elle s'appelle, imaginons qu'elle s'appelle L, bah, quelque part vous allez pouvoir écrire for et là, vous pourrez écrire directement le tuple, hein. Donc for nom, prénom, âge, info, in, petit l, 2 points. D'accord? Donc il y a toujours la possibilité, et puis ensuite vous décalez, et puis vous écrivez ce que le traitement que vous voulez faire. Donc vous avez toujours la possibilité, hein, de parcourir, si c'est une liste de tuples, de décomposer directement le tuple dans le parcours de la liste, hein. Voilà. Donc je m'arrête là parce que évidemment ça c'est pas au programme de ce samedi. Donc on va passer tout de suite aux révisions. Mais voilà, je vous invite à aller regarder le livre, regarder éventuellement les vidéos qui sont mis en ligne sur le Moodle. Il y en aura peut-être une sur, effectivement cette partie-là et parce qu'évidemment nous, c'est notre dernier cours. Alors bon, éventuellement s'il y a beaucoup de demandes, je pourrais refaire un cours supplémentaire, mais a priori là, on termine là-dessus et bon, les compréhensions a priori, c'était pas nécessaire d'insister beaucoup parce que, ce sera pas du tout obligatoire. Alors, j'ai choisi comme contrôle, comme annale, le devoir sur table de 2018-2019, donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Et bon, évidemment, on va voir que la syntaxe a un petit peu changé, hein, mais moi, dans mes corrigés, je vais évidemment utiliser la nouvelle syntaxe. Alors, bon, comment ça se présente le devoir, hein? Vous allez avoir une page comme ça où vous demanderez d'indiquer vos noms, prénoms, groupes, hein. Donc, durée, ça sera seulement 1 heure, a priori. Hein. Et bon, après, il faudra bien lire tout ça, hein. Donc, ce que ça vous dit, c'est qu'il faut répondre dans les boîtes ici. Il ne faut pas dégrafer le sujet, hein. Vous n'avez pas le droit aux machines électroniques. Par contre, vous avez le droit à la carte de référence, hein. La carte de référence, c'est ça. Et ça, il faut absolument que vous l'ayez, hein. D'accord? Donc, débrouillez-vous pour l'avoir parce que ça vous dit exactement tout ce dont vous avez le droit pendant ce contrôle, en fait, quoi. D'accord? Bon, un petit peu moins parce que c'est pas le contrôle final, mais il y a des choses, a priori sur les dictionnaires et sur les ensembles, ça vous avez pas à l'utiliser. Mais voilà. Donc dès que vous vous demandez effectivement: «Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette fonction?» bah, si elle est écrite là-dedans, oui, si elle est pas écrite là-dedans, bah, non. Vous avez droit uniquement à ce qui est écrit là-dessus et quelque part, ça vous fait un aide-mémoire, hein. Hein, vous pouvez retrouver en regardant cette carte de référence, hein, vous pouvez vous rendre compte que, voilà, si vous avez oublié comment faire la puissance, bah, c'est écrit dessus, hein. D'accord? Mais pensez à bien la regarder, hein, pour être bien sûr, de son contenu, hein, parce que c'est plus facile de chercher quelque chose quand on sait qu'il existe que quand on en a strictement aucune idée, hein, d'accord? Donc prendre co c'est pas le jour du contrôle que vous allez prendre connaissance de ce document-là. Voilà, alors je reviens à ça. Donc vous avez droit à la carte de référence, donc la clarté des réponses. Alors, il y a un truc qui est écrit en gras ici. Alors, il est possible, mais pas nécessairement utile, d'utiliser des fonctions qui sont l'objet des questions précédentes, hein, même si vous n'avez pas répondu à la question précédente. Ça, c'est important, hein, effectivement. Dès que vous avez une question, peut-être la première question, on vous demande quelque chose et bah, soit vous n'avez pas réussi, soit vous vous dites que ce que vous avez fait est faux, bah, faut pas vous arrêter dans l'exercice, il faut continuer l'exercice et vous avez le droit d'utiliser
cette fonction comme si vous l'aviez écrite correctement, hein. Ça, c'est très important. Bon, c'est pas toujours, possible, hein, mais dès que c'est possible, n'hésitez pas à le faire. Donc, on peut toujours continuer les questions en supposant qu'on a bien répondu aux questions précédentes. Alors, voilà, on considère la bibliothèque de fonctions mathématiques, vous avez aucun import à faire, hein, d'accord? Import, vous les écrivez pas, hein, et c'est implicite, on sait qu'ils sont là. Donc bien lire, hein, et a priori, ne pas oublier les préconditions, le cas échéant. Bon, alors on est parti. Donc au début, ça vous dit les exercices que vous aurez à faire, hein, et puis il y a un petit barème indicatif, hein, bon. Bref, on va commencer. Alors, n'hésitez pas dès que vous avez une question à m'interrompre, hein. Alors, donner une définition avec signature et bon, hypothèse maintenant ça s'appelle précondition éventuelle, de la fonction passebande qui étant donné une liste L de nombres et deux nombres mn et mx, tels que mn est inférieur ou égal à mx, retourne la liste composée des éléments de L qui sont compris entre mn et mx. Les deux inclus. Bon, alors après, il y a des exemples, hein. Mais bon, après, là, vous avez compris, vous avez une liste de nombres, deux bornes comme ça, et puis il faut regarder que les éléments qui sont entre les deux bornes. Exemple. Donc la liste ici est vide, et je veux les éléments entre 2 et 5. Bon, évidemment, ça reste une liste vide, hein. J'ai cette liste-là, des nombres de 1 à 6, et je veux les nombres, enfin la sous-liste avec les nombres compris entre 7 et 9, hein. A priori, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est compris entre 7 et 9 là-dedans. Un autre exemple ici. Alors cette fois-ci, vous voyez la différence là? Alors soyez attentifs à ce genre de choses. C'est que là, on avait des entiers et là, hop, on a des nombres à virgule, hein. Donc ça permet de bien voir effectivement qu'il y avait que les deux sont possibles, hein. Étant donné une liste de. Ouais, et donc là, on précisait nombre, hein, on ne précisait pas forcément entier en particulier, hein. Donc vous avez une liste là et on veut les nombres entre 2.0 et 2.0 inclus, hein, donc ça va donner, comme 2.0 il y est deux fois ici, alors la liste n'est pas forcément croissante, hein. 2.0 et deux fois, il réapparaît deux fois, hein. Donc les nombres compris entre 2.0 et 2.0 inclus, bah, il n'y a que 2.0 possible, et comme il y a deux fois, il apparaît deux fois ici. Voilà. Bon, il y a un autre exemple normalement juste derrière là. Ici là, donc avec ces nombres-là, et je vais entre 3 et 6.1. Bah, et là, bon, là, je vais commencer à regarder un peu comment je le fais moi-même, hein. D'accord? Donc la première chose, c'est pour savoir bien répondre à écrire la fonction passebande ici, il faut déjà que vous-même vous sachiez faire passebande. Et quand vous faites passebande vous, essayez d'analyser comment vous le faites dans votre tête, parce que très souvent, bah, c'est la manière dont vous allez l'écrire, hein. Alors, question, le devoir sur table de samedi sera noté sur 15 ou sur 20? Il compte, je sais plus, il compte pour combien de la note là, mais non, il est noté, enfin, il aurait une note sur 20, mais ça n'a pas d'importance en fait, quoi. Ce qui est important, c'est combien ça fait sur 100 en fait. Normalement, vous avez deux trucs sur 15, c'est le T, votre note de T, contrôle continu de TD, votre note de TME solo. Ça sera sur 15, sur 100. Ça vous tourne 15 points sur 100, les deux, chacun. Donc au total, ça fait déjà 30 points sur 100. Je pense que le final, ça doit être, le contrôle final, il est peut-être sur 50. Et donc celui-là, il sera du coup sur 20, je pense, quoi. Sur 20 points, je pense. Et ça, je vous demande de peut-être regarder sur le premier cours, là, j'avais expliqué les pourcentages, en fait. Bon, alors je reviens à mon passe-bande. Alors, comment vous faites-vous? Donc là, pour trouver ça, en fait, quoi. Donc vous voulez vous regardez, donc on vous demande avec cette liste-là et ces deux bornes-là, comment vous faites? Bah, vous allez regarder, vous allez partir de la liste et vous allez la parcourir en entier. Et à chaque fois, vous allez regarder 2.9. Est-ce que c'est entre les deux? Non. Bah, je m'en fous de lui. Hop, je m'en fiche. Tac. 5.5, est-ce qu'il est compris entre les deux? Oui, donc je le garde. Je le recopierai je la copie dans la liste finale. 3.2, oui, il est dedans. Donc je le recopie dans la liste finale. 7.0, non, il n'est pas entre les deux. 10 points, non, il n'est pas entre les deux. 6 points, oui, il est entre les deux, je le recopie. 11 points, non, il n'y est pas. 9.7, non, il n'y est pas. Hop, je suis arrivé à la fin de la liste, terminé. Et la liste que j'ai construite ici contient bien les éléments qui sont là. D'accord? Donc le fait de le faire moi-même, ici, là, enfin, là, j'ai trouvé l'algorithme. L'algorithme, ça consiste à dire, je parcours toute ma liste. Alors, je crée une liste résultat qui est vide initialement. Je parcours toute ma liste et je regarde à chaque étape, à chaque élément, est-ce qu'il est compris entre ça et ça. Donc, on est parti. Donc, alors, vous aurez des petites cases à carreaux comme ça, hein, et vous pouvez utiliser les carreaux ici pour faire les indentations.
Alors, def, donc elle s'appelle passband. Alors, elle prend en paramètre en premier, on voit que c'est une liste, hein. Donc liste, et on voit que ça peut être des entiers ou des floats, donc du coup c'est float, hein. Float, il contient les entiers. Donc, en premier, une liste de float, mais j'ai oublié de lui donner un nom. Je reviens un peu en arrière. Hop. Donc, L, liste de float. N'oubliez pas que les types, il y a plusieurs, enfin, les types qu'on a vus, hein, les types simples, ou simples. Il y a int et float et bool. Ça, c'est les types simples. Après, on a des types un petit peu plus complexes. C'est str, c'est la chaîne de caractères. Et après, tous les autres types là qui sont construits à partir d'autres types, eux, ils prennent des majuscules. D'accord? Et donc, pour le contrôle, tout ce que vous avez, c'est liste, avec ici un type, bon là, je vais écrire grand T, là, un type inconnu. Et vous avez aussi tuple, là, qui peut prendre aussi plusieurs valeurs. Hein. T, U, par exemple. D'accord? En remplaçant TU par un autre type. Hein. Vous pouvez remplacer T par float. Hein. Vous pouvez remplacer ce T par un bool, ce U par un int. Mais U, vous pouvez aussi le remplacer par un liste de machin. Hein, vous pouvez imaginer des trucs aussi compliqués que vous voulez. Hein, vous pouvez faire une liste de tuples qui contient un entier, une liste de float. Enfin, vous voyez un peu le genre. D'accord? Donc, vous pouvez construire des types de plus en plus gros. Bon, évidemment, dans le contrôle, ils ne seront pas aussi gros que ça. Alors, passband, il faut une liste de float L et il faut deux bornes, hein, et on leur a donné des noms d'ailleurs. Hein, ils s'appellent MN et MX. Donc, on va les appeler comme ça. Donc, MN float. Alors, si vous n'avez pas la place, passez à la ligne. Hein. MX float. Fermez la parenthèse. Petite flèche. Et on regarde, c'est quoi le type de résultat? C'est ça les résultats à chaque fois. Hop. Là, c'est le résultat. Là, c'est le résultat. Et c'est quoi ce résultat? Bah, on voit bien que c'est une liste de float. D'accord? Ça, les informations vous sont données dans l'énoncé. Hein. Liste de float. Il suffit de regarder. Hein. Float. Voilà. N'oublie pas les deux points. Voilà. Donc ça, c'est la signature. D'accord? Donc ça, pour la signature, hein, il suffit de regarder ça. Hein. Vous regardez ça, vous voyez les différents paramètres. Hein, là, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand vous avez une grosse liste comme ça, il n'y a pas autant de paramètres que d'éléments de la liste. Hein. La liste en elle-même, c'est un seul paramètre. Deux éléments supplémentaires ici. Voilà. Et puis le type de retour ici, il faut juste écrire le type de ce machin-là. Alors, après, bon, je décale de 2. 3 petits guillemets, et on va écrire les préconditions éventuelles. Alors, vous avez le droit d'écrire juste pré, hein, si vous voulez gagner un peu de temps. Alors, préconditions, alors elles sont données dans l'énoncé, on va regarder. Et vous avez la fonction matin qui donne une liste L et une liste de nombres, donc ça c'était bon, et deux nombres tels que mn est inférieur ou égal à mx. Ben voilà, donc on écrit ça. C'était dans l'énoncé, il n'y a rien à inventer. Mn inférieur ou égal à mx. Voilà, hop, j'ai ma précondition. Bon, évidemment, j'écris pas de retourne tout ça, hein, ça on vous le demande absolument pas au contrôle. Hein. Donc, vous perdez pas de temps avec ça. Hein. Donc, passband, voilà. Donc là, j'ai ma signature. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire. Hein. Donc, j'avais dit, on parcourt toute la liste. Et dès que je vois un nombre compris entre les deux, je le prends. Alors, première chose à faire, prendre la liste résultat, LRES par exemple, on va l'appeler comme ça, qui est de type, bah, toujours le liste résultat, il est du type qui est le truc qui est derrière la flèche, là, liste de float. D'accord? Donc, liste float, voilà, et j'initialise avec la liste vide. D'accord? Ça, c'est un truc classique hein, quand vous devez construire une liste. Partez d'une liste vide, après on va la remplir. Alors, pour la remplir, on va faire une boucle for. On va parcourir les éléments de la liste. De quel type sont-ils? Bah, des floats. Donc, comme c'est un float, je l'appelle plutôt x. Hein. X de point float. Voilà. Il n'y a pas besoin d'initialiser parce qu'il va être initialisé dans le for. C'est parti. For x in
L. Voilà, donc parcours directement par élément, hein, pas par indice. Et je vais dire, alors je décale à nouveau de 2, si x est supérieur ou égal à mn et x inférieur ou égal à mx, d'accord, hein, il doit être plus grand que mn et plus petit que mx compris, hein, on dit que c'était au sens large, 2 points. Donc si c'est le cas, eh ben, je vais faire l'ajout dans ma liste LRES. Donc je décale de 2, LRES, point append de x. Voilà, je mets x dedans. Sinon, bah, il n'y a rien à faire, hein. Voilà, donc je mets pas de else. Et quand mon for est fini, bah, on se retrouve à cet endroit-là. Et là, je peux écrire return LRES. Voilà, tout simplement. Bon, alors évidemment, vous aviez encore un peu de place derrière, là, vous aviez encore quelques lignes supplémentaires. En général, la taille des... pourquoi il n'a pas avancé? Voilà. En général, la taille des boîtes, hein, correspond à peu près à la taille de la réponse attendue, hein. Voilà. Hop. Donc voilà, la réponse à la question, hein. Je vais me relire maintenant rapidement. Donc d'effacement, donc j'ai bien créé le 2 points avec les types ici, voilà. Est-ce que j'ai bien déclaré toutes mes variables? Oui, ça va. X float, c'est bon. LRES aussi. Liste de float. Je fais le test. Voilà. Alors append, hein, vous ne vous trompez pas, hein. C'est toujours comme ça que ça s'écrit, hein. D'accord? Retenez ça comme le modèle, le modèle habituel, quoi. Alors, peut-on utiliser mx, mn inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mx, qui est possible en Python? Oui, oui, à la limite, tu peux le faire, mais franchement, c'est pas recommandé parce que dans les autres langages, ce genre de truc, ça n'existe pas, quoi. D'accord? Par exemple, quand vous allez faire du C au second semestre, vous pourrez pas écrire ça, quoi. Si vous faites du C, hein, parce que vous avez découvert l'envie de devenir informaticien. Alors, question de Nour aussi. Pour parcourir tous les éléments de la liste, on peut utiliser for. On peut utiliser que for i ou il y a d'autres manières. Alors, il y a une autre manière, si vous voulez, mais là, c'était pas utile pour moi. Je vais l'indiquer peut-être à côté ici, là. J'aurais pu faire for i. Alors, j'aurais pas la place, quoi. Donc, je vais le mettre derrière. Donc, hop, autre manière de faire, hein. Avec range. Ouais, c'est exactement ça, Évêque. C'est ce qu'on va faire là. S'il veut bien me tourner la page, merci. Alors, j'en ai été, ouais, à ce niveau-là, quoi. Donc, for i. Oups. Bon, je vais même le déclarer, hein, donc, i de point int. Et je vais dire for i in range de 0, longueur de L, 2 points. Alors, attends, je vois qu'il n'y a pas de question, mais je vais revenir. Et là, seulement, je suis obligé de dire if L de i est supérieur ou égal à mn et L de i inférieur ou égal à mx. 2 points. D'accord? Donc, si vous parcourez avec les indices, c'est-à-dire avec le range, pour des valeurs entières qui vont de 0 jusqu'à longueur de liste moins 1, hein, je vous rappelle que le deuxième, il n'est jamais compris dedans. Donc ça, c'est équivalent à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Mais là, vous êtes obligé d'écrire L de I, parce que I, c'est juste le numéro de la case, hein. Donc L de I, c'est pour avoir l'élément, hein. D'accord, hein? Donc le L de I ici, il correspond au X du truc précédent. Donc soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. Voilà. Mais bon, c'est ça, bon, en fait, c'est le plus simple à faire quand on le peut, mais des fois, on a besoin des indices, hein. Donc, quand on a besoin des indices, on n'a pas le choix de faire comme ça. Alors, les questions avec le range, OK. Au devoir, pourra-t-on répondre à ce genre de questions avec une compréhension? Oui, les compréhensions sont autorisées. Si vous voulez faire une compréhension, vous pouvez tout à fait le faire. Évêque, range de longueur de liste, non, pas plus, hein, surtout pas, puisque si ma liste a 5 éléments, bah, ça sera 0,5, range de 0,5 et c'est fait, range de 0 à 5, ça fait 0, 1, 2, 3, 4 et je m'arrête. D'accord? Le problème, c'est que c'est écrit longueur de L plus 1, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais dans une liste à 5 éléments, il y a 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. 5 éléments,
Le dernier, c'est 4. 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc évêque ne te plante pas, hein. C'est toujours comme ça, c'est toujours exclu, hein. On met pas, faut pas mettre de plus 1. Hein, il n'y a jamais ce truc-là. Si tu as une liste qui s'appelle L, L de longueur de L, cette case-là n'existe pas, hein. Vous ne pouvez pas écrire comme ça. La dernière case, le dernier élément d'une liste, c'est len de L moins 1. D'accord? Et ça tombe bien quand on fait un range, hein, le dernier élément est toujours exclu. Hein. D'accord? Donc, évêque, dis-moi si c'est OK pour toi. Si tu as bien compris et que tu vas plus te planter maintenant. Quoi. Du coup, je lis la question suivante. Je vais effacer ces gros trucs rouges pas beaux. Mais à chaque fois, faites comme moi, hein, remplacez par les nombres. Hein. Si vous avez une liste à 5 éléments, le dernier élément, c'est 4. Hein, parce qu'on commence à compter à partir de 0. Et range est bien fait dans le sens où effectivement le deuxième élément est toujours exclu. Alors, donner une définition avec signature et précondition éventuelle de la fonction cycle qui, étant donné une liste L et un entier naturel n, retourne la liste obtenue en répétant n fois le contenu de L. Bon. A priori, là, c'est une répétition. On va regarder sur les exemples pour être bien sûr de nous. Si voir qu'on a bien compris ici l'énoncé. Donc, cycle 1, 2, 3, 0 fois, ça donne une liste vide. Cycle 1, 2, 3 une fois, ça redonne la liste 1, 2, 3. Cycle 1, 2, 3 deux fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? On voit que c'est répété deux fois. Cycle 1, 2, 3 trois fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? On voit qu'il y a des répétitions. Et après, on a notre exemple avec cycle avec AB. Une fois, ça donne AB, deux fois. Pardon, AB, AB. Et ensuite, un cycle avec une liste qui a un seul élément, qui est le A, on va répéter 4 fois, ça va faire 4 A comme ça. Alors, là, ce qui est important en voyant avec tous ces exemples-là, c'est que la liste, ça peut être une liste qui peut contenir ici, là, d'après les exemples, là, c'est juste préciser une liste L. Hein. Ça, c'est une liste qui peut contenir là des nombres, on voit, qui peut contenir aussi des chaînes de caractères, ici. Petite question, est-ce qu'il faut toujours écrire un jeu de test? Non, jamais. Hein. À Mac-OS, jamais on écrit un jeu de test, sauf si c'est demandé. D'accord? Pas de perte de temps avec ça. Non, contrairement à ce que vous faites en TME habituellement, vous ne devez pas écrire, hein, je reviens sur la page précédente, vous ne devez pas écrire le blabla retourne je sais pas quoi, ça vous ne devez pas l'écrire, sauf si on vous le demande, mais on vous le demandera pas. Vous ne devez pas l'écrire, mais par contre vous écrivez les préconditions, c'est obligatoire les préconditions, vous pouvez abréger avec pré si vous voulez. Et je teste jamais, hein, sauf si on vous le demande, et on vous le demandera explicitement dans une question. Hein. Si on a besoin, on vous dira écrire un jeu de test. Hein. Sinon, là, j'ai pas écrit de jeu de test hein, parce qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, vous n'aurez pas la place. Bref, donc là, je disais que ça peut être des listes de n'importe quoi. Vous voyez. Donc, on va revoir comment on fait la liste de n'importe quoi. Alors, la fonction, elle s'appelle cycle. Est-ce que j'ai encore un truc sous les... Bon, on est parti. Alors, def, elle s'appelle cycle. D'après ce que j'ai vu, le premier élément, c'était une liste. Alors, je vais l'appeler L. C'est une liste. Alors, comme c'est une liste de n'importe quoi, je vais mettre T. Voilà. Le deuxième élément, c'était un nombre. Hein, et c'est un nombre entier, hein, parce qu'on répète un nombre entier de fois, pas un nombre... voilà. Donc ce nombre de fois, je vais l'appeler petit n. C'est comme ça qu'il devait s'appeler. Voilà. Et ça me renvoie une liste de t. De points. Alors je vais revoir un petit peu l'énoncé pour voir s'il y a des préconditions. Voilà, ici c'est bien un entier, hein, ici c'est une liste de n'importe quoi. Hein. Là c'est des nombres, enfin là c'est des entiers, là c'est des strings. Qui étant donné une liste L et un entier naturel, retourne la liste répétant n fois. Bon, évidemment, répéter n fois, on peut répéter 0 fois, mais répéter un nombre négatif 2 fois, ce n'est pas possible. Hein. Et là, on le voit, en fait. Là, quand on vous dit entier naturel, hein, a priori, il faut écrire la précondition supérieure ou égale à 0. Donc, ce que je vais faire ici, 3 guillemets, pré, et je vais écrire n supérieur ou égal à 0. Écrivez bien le supérieur ou égal hein, comme en Python. Supérieur suivi de égal. Et inférieur ou égal, pareil, inférieur suivi de égal. Voilà, donc on n'a pas écrit retourne tout le blablabla là. Donc c'est parti, maintenant il faut répéter. Alors, question, est-il possible qu'il n'y ait pas de précondition dans ce cas-là? Alors s'il n'y a pas de précondition, on va sûrement voir un exemple plus tard. Hein.
Moi, ce que je fais, c'est vous écrivez 3 guillemets et puis 3 petits points comme ça et puis terminé. D'accord? Hein, c'est pour signifier le fait que vous savez que normalement vous devez écrire return, mais que vous savez que c'est pas obligatoire dans le contrôle. Alors, de rien. Du coup. Alors, comment on va faire la répétition? Bah, la répétition ici, là, de listes, bah, on sait qu'on peut concaténer des listes, hein, avec le symbole plus. Donc on peut mettre des listes les unes après les autres. Donc on va pouvoir faire ça. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre une liste résultat comme d'habitude. Donc lres, donc qui va être du type du résultat, hein, donc tu as du type du truc qui est derrière la flèche. Donc liste de T avec un L majuscule, hein, que j'initie avec liste vide, et je vais compter autant de fois que n, quoi. Donc for i in range de 0n, hein, ou range de n tout seul, hein, d'accord, hein. Range de n et range de 0n, c'est la même chose, hein. Et ça compte bien n fois, d'accord. Quand j'écris 0n, c'est pour ça que le range, je vous dis, c'est bien fait d'exclure, c'est une bonne idée d'exclure le dernier élément quand on commence à 0, d'accord. Faut déclarer, ouais, faut déclarer. Bon, en vrai Python, on n'a pas besoin de déclarer les trucs. i2.int, voilà. Mais bon, je me suis pas encore relu, hein. Je suis encore, je fais mi-brouillon, mi-propre. Donc un petit int ici, là. Alors, for in range 0n, donc ça c'est des répétitions. En fait, le i, je vais jamais l'utiliser. Et pour répéter à chaque fois, bah, je vais prendre la liste lres. Alors, il y a une petite question. On doit commenter, par exemple, s2.int égale 0, compteur somme. Dans le commentaire, c'est pas obligatoire. Donc, ne perdez pas de temps. Lres, on peut utiliser un while. Oui, bien sûr, on peut toujours utiliser un while. C'est tout à fait possible, mais le while, c'est plus long. Parce que, Sarah, le while, si on utilise un while, il va falloir nous-mêmes initialiser le i à 0, dire tant qu'il est strictement inférieur à n. Bon, on va l'écrire en parallèle si vous voulez. Hop. Donc i 2.int égale 0. Si vous préférez le while, j'en sais rien. Mais après, et donc while, ça va être tant que i est strictement inférieur à n. Parce que je commence à compter à partir de 0. Donc ensuite, on écrit lres reçoit la bonne couleur. Alors lres reçoit l'ancien lres concaténé avec L. Voilà, je rajoute encore un L de plus derrière. Là, vous pouvez utiliser append. Hein. Append, c'est pour ajouter un élément à la fin de la liste. Hein. Là où vous voulez juste coller des listes les unes derrière les autres. Hein. Donc, c'est pas append, c'est plus. Donc ici, avec le while, on a évidemment exactement la même chose. lres reçoit lres concaténé avec L. Par contre, dans le while, vous seriez obligé d'écrire aussi i égale i plus 1 pour augmenter i. Alors que pour le for, c'est déjà terminé. Voilà, return lres. Il faut la même chose avec le while. Hein. Mais bon, le while, là, c'est pas forcément adapté. Hein. C'est plus simple, c'est avec le for. On sait exactement combien de fois on doit compter. C'est quand même plus simple. Hein. Voilà. Donc, pour cette petite question, alors je me relis rapidement. Donc, j'ai bien déclaré les types de L et N, le type de retour. lres, bien initié avec son type, bien initialisé à liste vide, un entier i, qui parcourt bien le bon nombre de fois. Hein, range de 0n, ça compte n fois, ça fait n répétitions. Et à chaque fois, je prends l'ancien lres et je le concatène avec n. Donc la première fois, c'est lres sera vide, je lui mettrai l dedans, et il l'aura mis une fois. Et puis la fois suivante, il y aura déjà la liste L qui est là, et puis je la concatène à nouveau avec L, bah, ça fait une liste plus grande où les éléments de L sont répétés deux fois, les uns derrière les autres. Quoi. Je peux vérifier aussi en particulier si n est nul. Bah, si n est nul, for i in range 0,0, comme le 0 ici il est exclu, bah, ça rentre pas dans la boucle for. Et donc ça renvoie directement à lres qui a été initialisé à vide. Hein. Donc ça marche bien pour quand n vaut 0, ça renvoie bien une liste vide. Hein. Bon.
Alors, je fais beaucoup d'explications, donc je sais pas si on va arriver au bout du contrôle, parce que normalement, il dure 1 h 30. Et oh, si, bah, on a 1 h 45, donc peut-être que ça sera gérable, mais comme je fais beaucoup d'explications, on perd pas mal de temps. Mais bon, c'est comme ça, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, question 3. Donner une définition avec signature et précondition éventuelle de la fonction intercal qui, étant donné une liste L et un élément séparateur S, retourne la liste obtenue en séparant les éléments de L par S. Bon. Donc on a un séparateur, on a une liste et on doit les séparer. Alors on va regarder les exemples pour comprendre mieux. Intercal, donc on a une liste 1, 2, 3, un nombre 42, et après on voit qu'on obtient ça. Hein. Donc on reconnaît le 1, 2, 3 qui est là, et il y a 42 qui s'est intercalé dedans. Intercale une liste avec un seul élément qui est le 1, 42, et bah ça donne que le 1. Il n'y a rien à intercaler. Pour intercaler, il faut au moins 2 éléments. Intercale dans la liste vide, ça reste vide. Hein. Intercale avec 3 chaînes 1, 2, 3 et une chaîne et, bah, ça fait 1 et 2 et 3. Hein. Donc le et, c'est intercalé. Donc là, tout de suite, ce que vous remarquez, hein, bon, la première chose à faire, c'est de vous dire déjà, est-ce que moi je sais le faire, hein, d'accord? Donc sur n'importe quel exemple, est-ce que vous savez deviner la réponse que va donner Mister Python? Hein. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas la peine. Vous ne pourrez pas programmer la fonction, d'accord? Mais bon, là j'imagine que tout le monde sait le faire. Bon, et donc si tout le monde sait le faire, il faut bien regarder comment vous faites vous. Comment vous faites-vous? Bah, en gros, ce que vous constatez, on va prendre sur le dernier exemple là, vous allez parcourir cette liste-là, et à chaque fois, vous allez mettre un et. Voilà. Le problème, en fait, c'est que vous pouvez, si vous dites je regarde un élément, je mets un et derrière, un deuxième élément, ensuite je mets le et, troisième élément, je mets le et. Voilà, vous avez 1 et 2 et 3 et. Hein, vous allez avoir un et en trop. D'accord? Si vous faites comme ça. Voilà, je vais plutôt prendre la première chose, parce que ça va être trop loin à écrire. Voilà, 1, 2, 3. Bah, j'imagine, je parcours ma liste. Alors, je regarde le 1, je le recopie, et hop, avant de passer au deuxième, j'écris le 42. Ensuite, je passe au deuxième élément, c'est un 2. Après, j'écris le 2, hop, et puis j'écris un 42. Après le 3, hop, j'écris un 3, ah, et j'écris un 42. Parce que là, si je dois répéter, je dois répéter exactement pareil. Le problème, c'est que maintenant, c'est qu'il y a un 42 en trop. Alors, il y a une solution très simple, c'est que vous faites comme ça, et à la fin, vous vous débrouillez pour virer le dernier élément. C'est sur un 42 en trop. C'est une manière de faire. Soit, bah, vous décidez que quelle est la répétition que vous allez considérer. Hein. Vous pouvez considérer ça. Ok, ça c'est pas bon. Vous pouvez prendre le truc inverse, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez, si vous voulez avoir le bon résultat, donc si vous voulez que ça se termine ici, et pas avoir ça, ça veut dire par exemple que, alors question, est-ce qu'on fait, alors Sarah, tu me fais une suggestion, est-ce qu'on fait range de longueur de L moins 1? On pourrait faire ça, mais du coup, on va pas considérer le dernier là, d'accord? Donc on n'aura pas le dernier, et puis le dernier, peut-être qu'on fera un cas particulier. C'est une manière de faire. D'accord? Donc c'est tout à fait valable, hein. Je t'invite à le faire, à tester. Moi, je vais prendre une autre méthode, hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vais considérer comme répétition, c'est écrire d'abord 42 et suivi le 3. Et donc, je remarque là, pour la liste 1, 2, 3, il n'y a que 2 fois ce pattern-là où j'ai écrit le 42 suivi du nombre, que je suis en train de regarder dans la liste, c'est 42 suivi du nombre. Il y a un cas particulier pour le premier. Bah, qu'à cela ne tienne, en fait, quand je vais initialiser ma liste, je vais juste lui mettre le premier élément dedans. Et en fait, je vais commencer. Donc, je fais un truc un peu différent de toi, Sarah. Moi, je vais commencer à 1 plutôt. Et je vais bien terminer à longueur de L comme d'habitude. En gros, je vais traiter le premier élément à part. Et dans le boucle for, je vais le sauter. Mais je vous répète qu'il y avait une autre manière de faire, c'est écrire toute la liste et ensuite virer le dernier élément. Hein. Si ma liste, elle s'appelle LRES, comment je vire le dernier élément? Bah, quand je vais faire mon return, et ben, je vais dire return LRES 0, 2, 0, 2 points, longueur de L, moins 1. Comme ça, j'aurais viré un élément de la liste. Alors, je vérifie sur la carte de référence, parce que ça, c'est sûr que ça marche pour les strings, mais je vais vérifier si ça marche pour les listes ou pas. Donc, je vais parcourir ma carte de référence, on va regarder, manipulation de liste.
Modifier une chaîne de caractères. Ouais, c'est possible, ouais. Vous le voyez, c'est ici. Où je pense, ici, là. Hop, vous voyez qu'on pourrait prendre une sous-liste ici. D'accord? Donc c'est tout à fait possible du coup. Dans la carte de référence, c'est écrit. Donc je pourrais faire ça comme ça. C'est vraiment ça, ce serait vraiment le cas le plus simple. Et c'est ça que c'est ça que j'ai programmé, parce qu'on va pas s'embêter, quoi. D'accord, mais sinon je vous ai montré qu'une deuxième manière, soit la méthode de Sarah, soit la mienne, hein, vous traitez soit le premier, soit le dernier élément à part. Hein. D'accord? Moi je vais faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison de s'embêter. Donc ça va marcher à tous les coups comme ça. Alors elle s'appelle comment cette fonction? Elle s'appelle intercal, elle prend une liste de n'importe quoi et un intercalaire. Alors def intercal, donc ça prend une liste. Alors la liste, là il y a plusieurs exemples, là, ça pourrait prendre une liste de n'importe quoi. Alors liste de T, un intercalaire, mais alors l'intercalaire ils doivent être du même type que les éléments de la liste, hein. Donc T, alors évidemment j'ai pas écrit comme d'habitude. J'ai tellement l'habitude d'écrire du C que je le fais j'écris le type en premier. Alors liste de T, voilà. Un élément séparateur, sep, qui est de type T aussi, hein. Faut qu'il soit du même type, hein, pour séparer les éléments. Une liste, elle peut contenir qu'un seul type d'élément, hein. Donc le séparateur, il est du même type que les éléments de la liste. Petite flèche, liste de T. 2 points. D'accord? Et le résultat, il est toujours du même type. Alors, précondition, pré. Je vais écrire correctement. Précondition. Alors, qu'est-ce que je veux? La liste, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le séparateur, ça peut être n'importe quoi aussi. À partir du moment où il est du même type. Bah non, bah, il n'y a pas de précondition. Voilà, donc je mets 3 petits points. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je veux une liste résultat, LRES, qui est de type, bah, toujours du type qui est derrière la flèche ici, hein, parce que c'est le truc qu'on va renvoyer. Hein. Il faut absolument qu'ils aient le même type. Liste de T. J'initialise la liste vide. Et je vais dire for chaque élément E in ma liste L. Pour chaque élément de la liste L, qu'est-ce que je fais? Je fais lres. Point. Donc je commence par lui append l'élément E de la liste et aussi, hein, comme je l'ai fait quand je l'ai fait dans ma tête là, je vais append aussi le séparateur sep. Voilà. Donc à chaque tour de boucle, je regarde un élément, je regarde le premier élément de la liste, hop, je mets cet élément plus le séparateur, etc. Donc à la fin, j'ai un séparateur en trop. Ben, c'est pas grave. Return, lres, de tous les éléments qui vont de 0 à longueur de la liste, moins 1 exclu. Alors c'est 2, c'est pas une virgule, c'est un 2 points. Et voilà. Et ça donne la liste où j'ai viré le dernier élément. Voilà. La solution la plus simple pour faire ça. Donc vous, je vous conseille évidemment de faire simple, hein, si vous avez la possibilité. Donc ça peut être bien pratique parfois de prendre une sous-liste comme ça. Hein. Oui, il faut déclarer. Mais attends, non, je ne suis pas relu. E de point T. Voilà. Ouais, je suis encore dans les tuples. C, c'est bien longueur de L. Qu'est-ce que tu appelles C? Ah non, c'est C apostrophe ST. Bon, Maïma, tu pourrais faire un petit effort. Alors, c'est bien longueur de L. Où ça? Ah, ici? D'accord, c'est une question rhétorique. Bon, attends, je t'ai pas relu, je suis pas arrivé là encore. Quoi. Donc oui, c'est la longueur de... Ça a l'air tellement simple quand vous le faites. Oui, bah, je te remercie. Bon, et quand même, ça a l'air simple, mais Oumaima il avait bien signalé un truc qui est extrêmement important, c'est que ici, c'est longueur de LRES. Moins 1. Voilà, moins 1. D'accord?
hein, parce que c'est le reste qu'on est en train de voir. Si on avait pris L, c'était pas la bonne longueur, hein. Voilà. Bon, évêque, hein, ce qui est important, en fait, c'est quand tu fais le truc, c'est vraiment que, tu te demandes comment moi je le fais, hein. Et bah, là, comment moi je le fais? Bah, c'est que je parcours, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je parcours la liste et à chaque fois, au lieu de mettre seulement l'élément ici, ce qui consistera seulement à recopier la liste, j'intercale un 42, le séparateur ici, quoi, et à la fin, je le vire. Voilà. Je dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, là, si on reconnaît, là, ça fait plusieurs fois qu'on fait la même fonction, hein. C'est que, faut bien voir que, bon, ça vient de l'énoncé, hein. Regardez, à chaque fois que j'écris ça, je pars uniquement de l'énoncé et des exemples, hein. Je regarde les exemples pour écrire la bonne signature. Ensuite, là, c'est toujours le même modèle, hein. Ici, le modèle, c'est toujours, je prends une liste résultat LRES du type de truc qui est derrière la flèche, je viens essayer la liste vide et je parcours les éléments de la liste et je fais des appends. D'accord? Je fais des appends et éventuellement, là, il y a des petites différences un petit peu là. Donc là, la seule différence, c'est que si je virais cette ligne, si je virais cette ligne-là, et ben, ça recopierait la ligne tout simplement, recopierait la liste tout simplement. Alors, OK, pendant l'examen, je me dirais comment on fait, ouais, tu peux faire ça, quoi, mais Monsieur Vito, c'est sans L, hein. Hop! Et ben, on va pouvoir passer à l'exo 2. Il nous reste 1 heure. Bon, alors ça, la fonction mystère. La fameuse fonction mystère, ça vaut toujours des exos, plus ou moins, enfin, il y a toujours un exo, une question avec des fonctions mystères. Et les fonctions mystères, bah, faut remplir les cases. Alors là, ma fonction mystère, elle est sur 2 pages, hein, parce qu'il y a la suite qui est là. Bon. Et on vous demande compléter dans les cadres, préciser les informations de typage et les hypothèses, c'est-à-dire les préconditions en fait, de la fonction mystère ci-dessous en supposant un unique paramètre, en supposant que son unique paramètre est une chaîne de caractères. OK, donc déjà on vous donne le type de son unique paramètre, quoi. De compléter la fonction et de la déclarer. Bon, alors évidemment c'est encore l'ancienne mode là, parce qu'avant on écrivait la signature à l'intérieur de ça. Donc bon, ça on s'en fout. Donc def, donc ça je vais commencer à faire. Alors, def mystère de, voilà, on ouvre une parenthèse. Oh, je vais le faire en bleu. Hop. Donc, mystère, ouvrez une parenthèse. Donc c'est l'élément, il s'appelait X. Donc là normalement vous aurez vous aurez un cadre comme ça, hein. Alors on vous dit le premier élément, le seul élément c'est une chaîne de caractères. Donc là il faut compléter. Donc je vais écrire en violet, truc complété. STR. Voilà. Et ce qui est en bleu, a priori, c'est ce qui serait l'énoncé un peu corrigé, quoi. Quoique je vais pas faire ça comme ça. Je vais utiliser le noir et le bleu. Alors, j'ai fait un peu ça. Mystère. Donc il y aura X, 2 points. Et là il y aura un cadre. Fin la parenthèse. Petite flèche, un cadre. Voilà, 2 points. Il faut remplir ce qu'il y a dans les cadres. Donc on vous dit là, ici, il faudra écrire STR ici. Et quel est le type de retour? Bon, pour l'instant, on n'en sait rien, quoi. Donc l'idée ici, là, donc contrairement, alors il n'y a pas de dièse ici. Non, vous pourriez faire directement sur la ligne y 2 points, ensuite égale 0, hein. Ce serait comme ça dans votre énoncé là. Z 2 points égale tac tac. Donc il y aurait pas celui-là, hein. Voilà. Alors, on est parti. Et ensuite, il y a un cadre qui est là, qui peut être écrit derrière. Voilà, W. Alors, on aurait, ouais, on sort rien. Donc W, ce serait pour la variable qui est là. Voilà. Et après, il y a tout le reste, et après, il n'y a plus de cadre. Bon. Alors, la question, c'est on va regarder pour chaque cadre comment on trouve. Alors, à Y, là, je vois ici égale 0. D'accord? Je vais regarder tout ce qui concerne le Y. Y égale 0. Ça sent le int, hein, quand même, quoi, hein. D'accord? Y égale 0 ici. Est-ce que je revois encore le Y ailleurs? Ouais. Y égale Y plus 1, il est augmenté de 1. Alors, franchement, il n'y a aucune opération flottante dedans, quoi. Donc, partout intervient le Y, c'est ici. Je rajoute 1
à partir d'une valeur qui vaut 0, il reste toujours entier, hein, il n'y a pas de problème, donc y, c'est un entier. Maintenant, je regarde le z. Le z, initialement, hop, une quote, deuxième quote. C'est même pas la peine de réfléchir, je sais que c'est une STR. Hein. Mais bon, je peux aller vérifier éventuellement ailleurs, hein, où je vois le y. Où est-ce qu'il y a du y? Non, c'est pas du y, il s'appelle comment? C'est z. Où est-ce qu'il y a du z, là? Ah, est-ce que z est égal à la chaîne vide? Est-ce que z égale w? Alors du coup, z égale w. Donc si je veux faire un test d'égalité comme ça et je sais que z est déjà de type str, w est forcément du même type. Donc lui, il est aussi str. D'ailleurs, on vous dit for w in x. X, on vous dit dans l'énoncé qu'il est de type str. Donc si j'ai un truc qui est de type str, quand je fais for bidule dans un truc de type str, bah, ça me donne à chaque fois un str d'une case, quoi. Enfin, de taille 1. D'accord? Ça récupère les caractères de la chaîne X. Et ben voilà, j'ai eu les points pour pas cher là. Donc j'espère que ça vous a pas posé de problème, que vous avez bien compris. Et ensuite, deuxième exercice classique, hein, c'est faire tourner des boucles. Donc compléter la table de simulation de boucles ci-dessous correspondant à l'application de mystère AABBCC. D'accord? Donc on vous donne ici une fonction à exécuter à la main. En déduire la valeur retournée par la fonction, voilà, compléter la case en dessous de la table. Hein. Ouais, parce qu'en dessous de la table, la case en dessous de là, il faut dire la valeur retournée de la fonction est marquée ici, ce que ça retourne. Voilà. La table ci-dessous comporte plus de lignes que nécessaire, hein, donc on vous laisse de la place. Donc à chaque fois, vous avez le tour de boucle, la valeur des variables. Hein. Donc on va regarder déjà à l'entrée de boucle. Donc avant d'entrer dans la boucle, j'ai déjà oublié combien c'était le... Alors c'est AA, B et 3C. Je vais le noter là. Voilà. Donc ça, c'est mis pour X. Hein. Alors, top, c'est parti. Je regarde juste un truc, ça me saoule. Hop, hop. Ok, donc ça, c'est mis pour X. On est parti. Donc, on est initialement, avant le début de la boucle, Y vaut 0, Z vaut la chaîne vide, Y vaut 0 et Z la chaîne vide. Et W, pour l'instant, il n'est pas initialisé. Donc, Y0, Z chaîne vide. Donc, Y0, Z chaîne vide, et W, il n'est pas encore, hein, il n'a pas encore de valeur. Alors ensuite, là, tour 1, c'est-à-dire après le premier tour. Après le premier tour, qu'est-ce qui se passe? Alors, for W in X, donc déjà le W ici, dans X, ça va être le premier élément de X. Hein. X, je vous rappelle, c'est lui. Hein. X, c'est lui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le type de retour de la fonction secret_guess. Alors, on va le faire tout de suite. Regardez, ça renvoie Y ou Y plus 1. Y, il est type int. Donc je renvoie Y ou Y, donc je renvoie un int ou un int plus 1, donc c'est encore un int. Donc ouais, j'avais... Hop, on s'est rendu compte en me relisant qu'il y avait encore un cadre qui était vide. Quoi. Des fois, je vais un peu vite. Voilà, donc c'est int. Hein. Hop. Donc je disais, le for, c'est for w in x. Donc w in x, le premier w qui récupère dans x, c'est le premier a qui est ici. Hein. Donc w in x, donc là il récupère le a. Donc W c'est un A. Et regarde, si Z est vide, ce qui est le cas là. Alors question. Petite question pour le chat. Est-ce que les VOD sont disponibles ailleurs que sur Twitch? Je suis curieux de voir l'historique des cours Python.
Ah, bah trop tard, tu m'as distrait, mais oui, sur YouTube. Non, sur YouTube. Non, c'est pas un MOOC, hein, c'est juste un cours pour les. Donc tu peux laisser un MOOC si tu veux. Yes. Ouais, mais non, mais j'ai pas configuré ça, quoi. Je te... Allez, comme ça, je fais une petite pause moi aussi. Ça me va. Vas-y, je vais te faire un copier-coller. S'il veut bien. YouTube a l'air d'avoir décidé que. Hop, 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 hop. Hop. Tac. Bien, voilà, revenons à nos moutons là. Alors, tac, tac, tac. Donc, est-ce que Z est vide? Oui, en fait, c'est le cas, Z est vide. Alors, à ce moment-là, Z reçoit W. D'accord? Si Z est vide, Z reçoit W. Comme Z est vide, Z reçoit le W, c'est-à-dire qu'il reçoit le A. Donc maintenant, dans Z, il y a A. Et ensuite, donc, donc si Z égale Z reçoit W, voilà. Et a priori, là, c'est une autre condition, et là, c'est une autre. Et là, c'est si c'était pas le cas encore. Donc là, on a exécuté cette partie de l'alternative. Et donc, le Y, lui, ne change pas. D'accord? Donc, on va le recopier avec sa valeur identique. Donc, Y est toujours égal à 0. Hop, je passe maintenant au tour 2. Au tour 2, il va récupérer dans W le nombre, enfin, le caractère suivant qui va être un A. Et on va regarder maintenant. Alors, on voit bien que dans Z, il y a un A aussi. Alors, est-ce que Z est la chaîne vide? Bah non, il y a un A dedans. Est-ce que Z, c'est W? Oui. Hein, Z et W, c'est deux, chacun, c'est un A. Et donc, à ce moment-là, ça met Z à vide. Donc, ça met Z à vide ici. Et donc, la variable Y ne change toujours pas. Tour 3. Donc, ça va récupérer le B maintenant. Et on va regarder, maintenant, on va comparer donc ce B avec la chaîne vide. Attends, c'est si Z égale vide. Ok, et là Z est vide maintenant. Si Z est vide, bah, c'est le cas. À ce moment-là, Z reçoit W. Donc Z reçoit W, bah, il reçoit B. Voilà. Et puis là, le Y va pas changer. Tour 4, je récupère le C maintenant. Alors, je récupère le C et je vais regarder maintenant. Alors, Z contient B. Est-ce que Z est vide? Bah non, il contient B. Est-ce que Z c'est W? Bah non, Z c'est B et W c'est C, donc ils sont différents. Alors à ce moment-là, Z reçoit W et j'augmente Y de 1. Z reçoit W, donc Z devient le C, et j'augmente Y de 1. Tour 5, je récupère encore un C, et c'est parti, donc on va regarder, est-ce que Z est vide? Alors, c'est une question qui est vaguement en rapport avec la formule, mais qui est plus une question générale. Vas-y, pose ta question. Hein. Sinon, ça fait plusieurs questions. Ouais. Alors, variable W, c'est C. Alors, est-ce que Z est vide? Bah non, il contient C. Est-ce que Z est égal à W? Bah oui, W c'est C et Z c'est C. Donc ils sont égaux. Donc on est dans ce cas-là. Et donc Z devient vide. On met à jour Z pour la chaîne vide. Voilà. Et Y ne change pas, il vaut toujours 1. Sixième tour de boucle, ça sera le dernier. Je récupère le C. Et on regarde à nouveau. Est-ce que Z est vide? Est-ce que Z est vide? Oui, Z est vide.
Et donc, comme z est vide, z reçoit w. Donc, z reçoit w, donc maintenant il vaut c. La variable ne change pas, elle vaut 1. Et maintenant, on en est là. Donc, maintenant, sortie. Donc là, c'est 6 sorties. Hein. Ok, on voit rien. Excusez-moi, parce que je suis un équilibriste là. Parce qu'on va... Hop. Sortie. Tac. Et en sortie, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si z est vide, je renvoie y, sinon y plus 1. Si z est vide, bah, z n'est pas vide, donc c'est pas y que je renvoie, mais y plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc à la retourner vers la fonction, c'est 2. Hop, d'accord. Donc quand vous faites vos tours là, hein, faites bien attention. Bon, normalement vous pourrez avoir le code sous les yeux, parce que moi je faisais des allers-retours parce que je n'avais pas les deux sous les yeux, mais quand vous avez les deux sous les yeux, c'est beaucoup plus simple à écrire. Hein. Mais juste, voilà, faites ça aussi bêtement que Python le fait. Hein. Et a priori, il n'y aura pas de mystère. Hein. D'accord? Donc voilà, ça renvoie 2. Alors, si la chaîne X est de longueur non nulle, ne contient que des A, quelles sont les valeurs possibles pour mystère de X? Bon, alors normalement, là, d'avoir fait les tours, ça vous fait comprendre un truc. Bon. C'est que en gros, ça regarde si c'est vide, ça met un élément. Il faut regarder la variable z. Si elle est vide au tour précédent, elle récupère l'élément que je suis en train de lire dans la chaîne. Et si elle le lit une deuxième fois, elle redevient vide. Alors, ce qui est important, c'est regarder le cas où il augmente. Là, il est passé à 1, ici. Il est passé à 1 pour quelle raison? Bah, c'est quand j'ai là, j'ai eu AA, B. C'est quand je suis passé de B à C. Quand je suis passé de B à C, il a augmenté de 1. Mais quand il y a des répétitions, effectivement, ça augmente pas le Y. Hein. Donc, ça augmente le Y n'augmente en fait que quand j'ai comme ça un BC. Alors, ça dépend. Enfin, franchement, cet exercice est complètement antipédagogique, hein, mais c'est super compliqué de savoir. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a que des A. Bon. S'il n'y a que des A, on a déjà vu un peu le début. Hein. Une chaîne de longueur non nulle. Contient que des A. Bon, on voit déjà que si elle contient, voilà, si elle contenait qu'un seul A, on aurait terminé sur cette ligne-là, avec un seul A. Et donc, à la fin, comme ça aurait été pas vide, on aurait envoyé 1. Hein, parce que si le truc n'est pas vide ici, on envoie 1. Sinon, on renvoie Y. Hein. On aurait envoyé Y plus 1, sinon on a envoyé Y. Donc là, comme c'est pas vide, c'est Y plus 1, donc ça renvoie rien. Si on a 2 A de suite, à ce moment-là, on se sera arrêté à cet endroit-là. En arrêtant à cet endroit-là, et ben comme la chaîne était vide, là on aura envoyé Y, là on aura envoyé 0. Donc ce qu'on peut dire, c'est que là, déjà sur ces deux premiers exemples, hein, c'est que si on fait mystère de juste avec un A comme ça, non, c'est une chaîne. Pourquoi la valeur retournée est 2? Parce que c'est Y plus 1. Quoi. On dit, si c'est vide, on renvoie Y, mais si c'est pas vide, on renvoie Y plus 1. Moi, à la fin, c'est pas vide, d'où Z, il y a un C dedans. Donc comme Y vaut 1, c'est Y plus 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, mystère avec un seul A, on vient de voir en fait. Si on fait mystère avec un seul A, mystère avec un seul A, on sait que ça vaut mystère avec un seul A, comme c'est non vide, c'est Y plus 1, donc 0 plus 1, c'est le même cas que je viens d'expliquer là pour le 2. Donc là, ça renverrait 1. Par contre, si on fait mystère, ouais, j'écris assert, mais là, en fait, là, c'est juste c'est mon brouillon, en fait, quoi. C'est comme si j'exécutais vaut 1.
mystère de AA vaut... Alors, mystère de AA, c'est-à-dire que je me suis arrêté, c'est comme si je m'étais arrêté sur la deuxième ligne ici. Et là, comme la chaîne est vide, je renvoie directement Y. Hein. Si la Z est vide, on renvoie Y. Ici, Z est vide, donc je renvoie Y, c'est-à-dire 0. Donc pour lui, ça vaut 0. On va regarder maintenant mystère de AAA. Et combien il vaut? Alors, mystère de AA, là, ça change un petit peu. Ça veut dire que là, on repart après la ligne 2. Ici, on refait un tour supplémentaire avec un A. Mais en fait, ça revient au même que ici. Puisque, en fait, si c'était précédemment c'est vide, bah, il va juste prendre la valeur et ça va rester à 0. Et donc, on va se retrouver, la première tour, c'est lui, deuxième tour, c'est lui, troisième tour, on va retomber sur cette ligne-là. D'accord? Et si on fera un quatrième tour, on tombera sur celui-là, et puis après sur celui-là, après sur celui-là. D'accord? Donc, on a une espèce de truc qui alterne entre les deux. Donc là, il vaudrait 1, voilà. Et si on faisait mystère de A, là, il vaudrait 0 à nouveau. Hein. Donc ça alternerait comme ça. Hein. Donnez quelques tests sur l'enregistrement de votre réponse, donc voilà. Donc ça donne ça. Alors, je vous laisse regarder ça tête reposée, parce que franchement, c'est pas super intéressant. Alors, c'est générique, c'est de longueur 3. Quelles sont les valeurs possibles pour une... franchement. Ok. Pour faire des choses un petit peu constructives, on va passer à l'exercice suivant. La description en français de la fonction, les tests supplémentaires et l'illustration comportement. Bon, alors cette fonction est une fonction parfaitement inutile. En gros, elle compte, alors s'il y a des répétitions et que les répétitions sont en nombre impair, à ce moment-là, enfin, ça compte les transitions entre deux lettres qui sont différentes, mais ça dépend si le nombre de répétitions avant était pair ou impair. Quoi. Bon, un truc, laisse tomber. Rassurez-vous, vous n'aurez pas ça au contrôle. Mais la partie où il faut faire tourner à la main, ça oui, vous l'aurez. Peut-être sur un truc qui est plus simple que ça, quoi. D'accord? Bon, bref, on va avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Alors, petite question, tu as fini par formuler ta question. Alors, question de MQL Pilest. De ce que je comprends, trucs qui sont interchangeables. Je comprends pas tes histoires de guillemets. Ah, ok, d'accord. Pour les chaînes de caractères, ouais, mais alors nous, les chaînes de caractères, on les met entre guillemets. Ouais. Ah, d'accord, oui. Oui, pour les chaînes de caractères, soit double guillemets, soit des guillemets, soit des apostrophes, ça marche. Ouais. Pas de souci. En Python, c'est complètement interchangeable. Alors, exercice suivant. Chaîne et sténographie de texte. Les questions sélectionnées sont pourvues de pouvoir trouver des phrases cachées dans des phrases. Donc, sténographie de texte. Bon, c'est le truc, vous prenez des bouquins et puis vous leur faire dire ce que vous voulez. Alors, dans cette exercice, on note on note mot, les types de chaîne de caractères sans espace et sans ponctuation autre que l'apostrophe. Donc, les trucs qui sont de type mot, il y a deux exemples. L'exercice, donc là, c'est une apostrophe, donc ça compte pour un seul mot. Sténographie aussi pour un seul mot. Mais là, autre exemple, et exemple ici, alors il y a même ils utilisent même des accents. Autre exemple et exemple avec un point, là, ça s'en est pas, parce que là, il y a un point, et puis là, il y a un espace. Hein, d'accord? Donc les mots, ils peuvent pas contenir d'espace, ils peuvent pas contenir de points, parce qu'en fait, ils doivent contenir que des caractères et sans espace et de l'apostrophe. Phrase est de type chaîne de caractères, hein, qui apporte au moins un élément de type mot, et il se termine par un point. Les mots sont séparés 2 à 2 par des espaces. Alors, il ne précise pas combien d'espaces, mais après, dans l'exo, c'est à chaque fois, il n'y a qu'un seul espace. Hein. Il n'y a pas d'autre signe de ponctuation que le point final. D'accord? Donc, je pense que c'est l'hypothèse simplificative par rapport à des vrais textes que vous pourriez rencontrer qui seraient beaucoup moins propres que ça, quoi. Mais du coup, donc voilà un exemple. Je hais les voyages et les explorateurs. Donc, là, c'est un exemple avec à chaque fois, il n'y a toujours qu'un seul espace, jamais plus qu'un. Et celle-là qui n'en est pas une parce qu'il y a une virgule, d'accord? Donc en gros, c'est des mots séparés par à chaque fois par un espace. Voilà. Cela il dit par des espaces, mais ça ne rencontre jamais le cas. Et puis s'il y en a plusieurs, ça risque d'être très chiant, quoi. Alors, donner la définition à la signature avec hypothèse, hein, donc là on va dire pré, condition. De la fonction im ou espace qui étant donné un mot m et un entier naturel non nul p renvoie le pm caractère de la chaîne s'il existe
le caractère espace sinon. Donc, IM ou espace. Alors, il y a des exemples. Donc, IM ou espace ici, non, c'était celui en dessous. Là. Alors, IM ou espace pour test avec 1. Donc, ça va renvoyer. Alors, le IM caractère, donc c'est un entier naturel non nul. Ouais. Donc, c'est dans le sens du français. Hein. C'est pas dans le sens de. Donc c'est dans le sens du français, c'est-à-dire que en fait l'élément dans la case numéro 0, on l'appellera le premier, hein, d'accord? Donc ça décale un peu. Alors, donc le premier élément, la première élément de test ici sera un T. Hein. Voilà, donc ça donne un T. Deuxième, ça va donner un E. D'accord? Donc c'est un décalage par rapport aux vrais indices. Hein, j'insiste là-dessus. Hein. Commencez pas après cet exercice à croire qu'on commence à quota à partir de 1. Et le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, ça sort de la chaîne. Donc là, on renvoie un espace. Hein. Je dis qu'à chaque fois qu'on dépasse, hein, on renvoie un espace. Hein. Donc on prend un entier naturel non nul. Hein. Donc du coup, là, vous avez votre précondition. Hein. Entier naturel non nul, c'est votre précondition. Donc elle s'appelle comment? Je l'ai sous les yeux ici. Donc def, elle s'appelle yem ou espace. Donc elle prend une chaîne. Est-ce qu'on lui a donné un mot? Ouais, ça prend un mot M. Donc M, deux points, mot. Est-ce que mot, le type mot, il est écrit? Non, il n'a pas été déclaré, le type mot. Ça y est, il ne veut plus effacer. Donc ici, c'est M, c'est type str. Et il faut un indice ici. Réservation naturelle non nulle, P. Voilà. Un mot M et un nombre P qui est un entier. Alors avant de faire les deux points, je vais faire la flèche. Donc ça va renvoyer un str d'un seul caractère. Alors précondition, on vous l'a donné, la précondition, on a dit que P, alors P doit être strictement positif. Entier naturel non nul. Voilà. Et donc c'est parti. Donc on dit si ça rentre dedans, c'est bon. Si ça rentre pas dedans, alors la première question, c'est regarder est-ce que ça dépasse. Quoi. Quand est-ce que ça dépasse? Ici, 5, c'est le premier cas où ça dépasse. Quoi. Bon. Et si ça dépasse, on voit un espace. Donc on va faire directement le cas où ça dépasse. Alors tout de suite, moi ce que je vais dire, c'est que si P-1, tout de suite je me ramène au cas où du vrai P. Hein, que le premier, si je demande le premier élément, en fait je demande le 0e. Si je demande le deuxième élément, en fait je demande celui de la case 1. Si je demande le troisième élément, je demande celui de la case 2. C'est pour ça que j'écris le moins 1. Si P-1 est supérieur ou égal à longueur de M, hein, vous vous souvenez que longueur de M, ça peut pas être un indice valable. Et si c'est plus grand que lui, encore moins. Hein, d'accord? Donc si le numéro de case P-1, hein, il est supérieur ou égal à la longueur de M, ça veut dire que je suis en dehors de la chaîne, donc return. Là, on dit de renvoyer un espace. Donc là, je le mets un espace bien grand comme ça, hein, pour que c'est pas la chaîne vide. Sinon, sinon, je suis dans le cas général, hein, donc return M de P-1. D'accord? Je vais ramener tout de suite à P-1, hein, qui ensuite qui correspond vraiment aux indices en Python. Voilà, donc IMO espace, c'est ça. Formidable. Je ne sais pas quoi sur cette question, cette fonction, mais c'est pas grave, parce qu'elle nous servira plus tard, on ne sait jamais. Alors, donner une définition avec signature et précondition éventuelle de la fonction GenPhrase qui, étant donné une liste de mots L, renvoie la phrase constituée des mots de L. Alors, il y a plusieurs exemples. GenPhrase, donc là, j'ai une liste avec des mots et ça les met les uns derrière les autres hein, en mettant des espaces et un point à la fin. Alors ça vous rappelle, vous voyez que en fait, c'est dans le même contrôle, en plus dans le même contrôle, vous avez deux fois la même chose. Quoi. Parce qu'il y avait une question précédemment là où on devait mettre un intercalaire. Quoi.
Et c'est tout à fait cette fonction-là qu'on pourrait réutiliser. Mais comme c'est pas dans le même exercice, on va devoir la réécrire. Mais bon, il y a une petite différence aussi avec un point, quoi. Voilà, j'aime lire et tout ça, d'accord. Voilà, donc ça a mis les différents mots avec les séparateurs. Alors, est-ce qu'il y a un cas avec étant une liste de mots L, renvoie la liste la phrase constituée des mots de L. Bon, là, c'est pas très précisé, mais effectivement, ils ont pas donné d'exemple avec la liste vide, quoi. Parce que si on avait faire une phrase avec aucun mot, ça serait difficile d'obtenir une phrase parce qu'on n'aurait pas de mots et puis il faudrait mettre un point à la fin ou pas de point. Est-ce que la liste vide est une phrase? C'est un peu bizarre. Donc moi, je vais le virer dans des préconditions. J'ai une phrase, ça prend une liste, hein, de mots. Alors, def, je écris là parce que gêne, phrase. Ouais, Nour te demande si on peut utiliser une fonction dans un exercice précédent. A priori, non, hein. Enfin, ça, de toute façon, ça se produira pas là. C'est vraiment un hasard. Et puis, de toute façon, on peut pas utiliser la fonction du truc précédent parce que c'est pas tout à fait la même, là. Faut mettre un point à la fin. D'accord? Mais bon, on va s'en inspirer largement, hein. Il y a beaucoup de choses. Plus vous faites d'exo, plus vous aurez de l'inspiration pour répondre à ça. Alors, j'ai une phrase. Donc, on a dit que ça prenait une liste de mots. Donc, liste de str. L. Donc, pardon, à chaque fois j'oublie. L, deux points, liste de str. Voilà, et ça va donner une simple str, la phrase, hein. Alors, précondition, voilà, j'ai pas envie de traiter ce cas qui m'embête, hein, donc je vais dire longueur de L doit être supérieure à 0, hein, qu'il y ait au moins un mot dedans, hein. Et j'ai oublié d'écrire le pré. J'ai mis un peu de place. Voilà, pré, deux points. Bien. Donc, au moins un mot dans ma liste, comme ça on est tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On va tout mettre avec le séparateur, qui est un espace en fait. Et à la fin, on va virer le dernier élément pour remettre un espace, pour remettre un point à la fin. Donc, ce que j'ai besoin, c'est une chaîne résultat. Donc, sres, deux points, voilà, de type str, que j'initialise. Alors, non, on peut pas faire de append avec les... Bon, que j'initialise à la chaîne vide, hein. On va faire des plus. Après, je vais récupérer les mots. Alors, mots, deux points, type str, et je vais dire for mot in L, hein, pour chaque mot de L, je vais faire sres égale sres plus le mot plus un espace. D'accord? Donc je me retrouve avec une chaîne avec tous les mots, à chaque fois avec un espace derrière. Et du coup, à la fin, j'ai un espace en trop. Comme j'ai un espace en trop, quand je vais faire le return, je vais virer ce dernier truc comme on l'a fait tout à l'heure, sres de la sous-chaîne qui va de 0 à longueur de sres moins 1. Ça supprime le dernier élément. Et ensuite, je lui remets le point final désiré. D'accord? Donc toute la partie est identique, hein, sauf que là, la seule différence, c'est que je rajoute par rapport à l'autre question précédente, là, de l'autre exercice, c'est que je rajoute un point en plus. Ici. Voilà. Donc si on avait pu utiliser la fonction précédente, en gros, on aurait fait return, on appelle la fonction précédente sur ça, et puis on aurait ajouté plus le point, quoi. Non, il n'y a pas de moins, hein, d'accord? Il suffit de regarder dans la carte de référence, hein, si tu as ce genre de doute, tu te demandes est-ce qu'on peut faire ça, car tu prends ta carte de référence, tu regardes, manipulation des chaînes de caractères, c'est ça, hein, c'est ce qui est écrit là, et tu regardes, là, je vois bien qu'il y a plus. Est-ce qu'il y a moins? Bah non, il n'y a pas moins. Donc comme il n'y a pas moins,
Eh ben, la réponse est non. D'accord? Essaye pas d'inventer des trucs. Si tu as un doute, tu regardes un cadre de référence. Si ça y est, tu regardes l'explication si ça correspond bien à ce que tu veux faire et à ce moment-là, tu l'utilises. Si ça y est pas, tu l'utilises pas. Ça vous évitera beaucoup, beaucoup d'erreurs. Hop, on revient à l'exo. Tac. Alors, donner la définition avec signature et hypothèses éventuelles de la fonction découpe-phrase qui, étant donné une phrase S, la renvoie à la liste des mots. D'accord? Donc c'est le contraire de ce qu'on vient de faire, hein. Découpe-phrase, là, il y a une phrase et on voit qu'ensuite ça donne les différents mots, quoi. Alors on va supposer qu'il y a qu'un seul espace à chaque fois. Donc l'idée, c'est de copier les éléments à chaque fois qu'il y a, jusqu'à ce qu'à chaque fois que je rencontre un espace, en fait, quoi. Bon, alors comment je ferai moi? Donc j'ai ici, j'ai ici a priori une phrase et après je vais avoir les listes. Donc il y a la difficulté, c'est que vous partez d'une chaîne de caractères. Il va falloir, donc là, la seule manière de parcourir la chaîne de caractères, c'est caractère par caractère. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites-vous, quoi? Vous partez, si vous devez lire caractère par caractère, parce que vous n'avez pas le choix, hein, c'est la seule manière de faire. Donc avec cette contrainte-là, vous, comment vous faites? Enfin, moi, je veux dire comment moi je fais. Donc je vois le A. Ben, je le mets quelque part dans ma tête, le A. Je vois ensuite un R. Je le mets dans ma tête. Je vois un M, je le mets dans ma tête. Je vois un E, je le mets dans ma tête. Je vois un L, je le mets dans ma tête. Je vois un L, je le mets dans ma tête. Je vois un E, je le mets dans ma tête. Je vois un espace. Ah, à ce moment-là, dans une liste qui était initialement vide, là, je vais mettre le mot que je viens de trouver. Et ensuite, je vais oublier ce mot-là pour continuer. Je continue. Petit a, petit d, petit m, petit e, petit t. Ah, un espace. Bon, bah à ce moment-là, hop, je le mets là. Et là, ce truc-là, je l'oublie. Donc ça veut dire que là, j'aurai ici, ça sera mon LRES, qui va grandir à chaque fois avec des mots en plus. Et ça, je vais l'appeler mot courant. Mot courant, c'est à chaque fois, je récupère les lettres pour les remettre les unes derrière les autres, hein. Je suis obligé de faire ça parce que je lis les caractères une fois un par un, quoi. Donc mot courant, je commence à récupérer le mot, donc je remplis mot courant tant qu'il n'y a pas d'espace, et dès qu'il y a un espace, tac, je m'arrête et je commence à le mettre dans la liste résultat. Donc on est parti en faisant ça. J'efface tout ça, hop, 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 tac. Alors, def, comment elle s'appelle? Découpe phrase, je recopie. J'ouvre une parenthèse. Alors, on regarde, à chaque fois, dans tous les exemples, ça ne prend qu'un seul élément, qui est une STR. Donc, étant donné comment il est là, peut-être qu'il lui donne un nom. Découpe phrase, étant donné une phrase S, on va liste des mots de S. Donc une phrase S, donc on va l'appeler S de points. Alors son type, c'est une phrase, donc c'est STR. Et ça renvoie une liste de STR. Voilà, 2 points. Alors bon, après, précondition, il n'y en a pas vraiment. S'il fallait en écrire une, précondition, je dirais S est un mot. Parce que son nom est une phrase, pardon. Hein, ça peut pas être n'importe quelle chaîne de caractères. Bon, et du coup là je suis obligé d'écrire en français, je peux pas écrire un truc de Python pour ça, quoi. Donc voilà, précondition pour en écrire une. Alors découvre, alors c'est parti, je vais faire ce que j'ai dit. Donc ce qu'il me faut, c'est le mot courant qui est de type str et qui est initialement il est vide, et la liste résultat LRES, hein, qui est toujours du type de truc qu'il y a derrière la flèche, donc ça va être liste de str. Et initialement, cette liste,
elle est vide, donc liste vide. Et donc le seul choix que j'ai là pour cette chaîne de caractères, c'est évidemment de la parcourir caractère par caractère. Donc je vais prendre un C de type str, mon caractère, et je vais dire for C in S, très classique pour parcourir les chaînes de caractères. Donc pour chaque caractère C dans S, on va faire un test. Si C n'est pas un espace, je réfléchis parce qu'il y a le truc avec le point à la fin, quoi. Bon, on va le faire comme ça. Si C est différent d'espace et C différent d'un point, donc si c'est pas un espace ni un point, à ce moment-là, ça veut dire que c'est dans le mot, quoi. Voilà. C'est pas un espace ou un point. Donc je suis en train de lire un mot, et à ce moment-là, donc je vais dire, si je suis en train de lire un mot, eh bien, je vais justement le mettre dans le mot courant. Donc, mot courant égale ce qu'il y avait déjà dans mot courant, concaténé avec le C supplémentaire. D'accord? Je suis en train de former mon mot courant. Tant que je vois pas d'espace et de trucs, je suis en train de former mon mot courant en le mettant en le stockant dans mon courant. Donc, avec 4 de décalé, il va y avoir le else. Voilà. Donc, le else, c'est dans le cas, donc c'est le contraire de cette condition-là. Le contraire de cette condition-là, c'est si C est un espace ou que c'est un point. Donc si c'est un espace ou que c'est un point, à ce moment-là, il faut le mettre dans la liste résultat. Donc lres.append, je mets le mot courant dedans. Puisque comme je viens de dire un espace ou un point, ça veut dire que ça vient de se terminer. Le mot courant vient de se terminer. Donc comme il vient de se terminer, je le mets dans la liste, et comme il vient de se terminer aussi, je le remets à vide, pour pouvoir commencer le mot courant suivant. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est la fin. À ce moment-là, c'est la fin du if. À ce moment-là, c'est la fin du for. Et donc à la fin, normalement, j'ai tout ce qu'il faut dans lres, donc il n'y a plus qu'à le retourner. Return lres. D'accord? Donc en fait, j'ai mon marqueur de fin de mot, c'est soit l'espace, soit le point. Dès que je vois un marqueur de fin de mot, paf, je mets le mot courant dans la liste, je l'ajoute dans la liste comme d'habitude. On a l'habitude de faire pour ajouter des éléments dans la liste. Et en plus, je le remets à vide pour pouvoir commencer le mot suivant. Vous pouvez remonter, oui, pas de problème. Sina. Donc voilà. Sinon, l'exo il est corrigé, enfin le contrôle il est corrigé. Je sais pas comment comment est faite la correction sur le site, parce que les annales vous les avez les annales corrigées. D'ailleurs, je vous invite à les regarder. En plus de tous les exos que vous avez déjà vus. Mais ça bon, là ça devient un peu court, mais vous avez dû le faire déjà quoi. Donc voilà, donc je parcours donc pour parcourir une chaîne de caractères par caractère, je fais comme ça quoi. Ouais, Sina, je t'en prie, hop. Donc a priori là on est bon. Il nous reste un quart d'heure. Alors, donner une définition avec signature hypothèse éventuelle, ça c'est des préconditions éventuelles, de la fonction sous-phrase, qui étant donné une liste de mots L, et un entier naturel non nul I, renvoie la phrase constituée des ième lettres des mots L si elles existent, ou d'un espace sinon. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Le ième élément ou un espace. Ça me rappelle la première question. Donc ça veut dire que je pourrais sans doute réutiliser la première question. Même si je ne l'ai pas faite, même si je l'ai faite fausse. D'accord?
que je l'ai pas, si je l'ai pas faite ou que je l'ai faite fausse, c'est pas grave, là, je me dis, ça rappelle quelque chose, et je sais plus comment elle s'appelle cette fonction, mais a priori, je sens que je vais pouvoir l'utiliser, hein. Donc les lettres des mots L, si elles existent sur un espace sinon, on supposera que la liste L ne contient pas deux mots consécutifs pour lesquels la ième lettre n'existe pas. Ok, renvoie la phrase. Ok. La phrase contient des ième lettres, hein. Donc c'est une phrase, donc ça va être des mots séparés par des espaces avec un point à la fin. Bon, il va y avoir des exemples, j'imagine. Voilà. Sous-phrase. Donc ceci présage un mauvais exemple, avec à chaque fois le premier élément, CPUME, point. Ok, d'accord. Et donc ça fait une phrase où il va y avoir des espaces, hein. Donc en gros, ça prend les éléments, juste bêtement en fait, quoi, et ça met un point à la fin. Ceci est un autre mauvais, donc le troisième caractère à chaque fois. Donc le seul qui n'a pas de troisième caractère, c'est le 1, ce qui fait que le 1 ici va être remplacé par un espace, donc ça fera une espèce de phrase à deux mots là. Celui-là, pour le troisième élément, il y a ce XX là qui n'a pas de troisième élément, donc ça va faire un espace. Voilà, donc on a compris le principe, hein. Donc hop, on est parti. Alors, du coup, comment elle s'appelait cette fonction qu'on a utilisée au premier, que j'ai bien envie d'utiliser? C'est IM ou espace, je sais plus. Ou PM ou espace? IM ou espace. Ça prend une chaîne et un numéro. Donc celle-là, on va la réutiliser parce qu'on n'a pas de raison de se casser la tête. Et quand je dis réutiliser, c'est pas recopier le code qui est écrit là, hein. C'est appeler la fonction IM ou espace. C'est pour ça que je voulais savoir son nom. Alors, IM ou espace. Alors, c'est parti. Donc, def, sous-phrase. Alors, ça prend un argument L, une liste avec un L majuscule. Alors, c'est une liste de str, une liste de mots en fait. Ensuite, un entier. Bon, ils ont voulu l'appeler entier. Une liste L et un entier naturel non nul I. I int, entier naturel non nul, donc ça sera strictement positif. Et ça envoie une str. Alors, précondition. Donc, I entier naturel non nul. Donc, I strictement positif. Et il disait, on supposera qu'il n'a pas, bon, on va pas, c'est une supposition, on va dire que on va pas le mettre en précondition. Enfin, il faudrait recopier l'énoncé là, parce que c'est un peu mal foutu ça. On supposera que SQL ne contient pas de mots consécutifs pour lesquels, ouais, d'accord, copie ce machin. On supposera que, etc. Ce qui est écrit dans l'énoncé. Voilà. À mon avis, ça, c'était pas forcément attendu, ça, hein, comme précondition. Alors, sous-phrase de machin, donc c'est parti. IM ou espace, hein, on va utiliser ça, hein. Donc, on va parcourir la liste. Donc, le résultat, c'est un str. Donc, on commence la première chose, on va se prendre un str. Je vais l'appeler sres, le s résultat de type str, initialement vide. Et je vais prendre un truc pour parcourir ma liste avec des mots. Mots, 2.str. Et là, je vais pouvoir faire mon for, que je vais faire de l'autre côté. For mot in L. For mot in L. Pour chaque mot de L, je vais prendre sres, reçoit ce qu'il y a déjà dans sres, auquel je rajoute le IM ou espace, donc du mot, avec le numéro I. Celui-là, c'est le même commun pour tout le monde. D'accord? Donc là, j'ai réutilisé ma fonction.
Même si je l'avais pas faite ou si je l'avais faite fausse, bah, j'ai le droit de faire ça et j'aurai tous les points même si je l'ai faite fausse, hein. Si, donc voilà, et à la fin, return a string. Ah non, il faut mettre un point. Hmm, ouais, il faut mettre un point. Il y avait des exemples avec les listes vides ou pas? Non. Donc, on va peut-être dire ça aussi comme précondition, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les listes vides. And len de L strictement positif. Non, nul. Hein. Donc il y a au moins un mot dans la liste, hein, parce que sinon on est mal barré. Enfin, ça va faire des trucs bizarres, parce que sinon s'il y a qu'un seul truc avec un espace, bon, bref, il y a plein de cas. C'est un exercice mal foutu, il y a plein de cas bizarres. Du coup, je fais return sres hein, avec un point en plus à la fin. D'accord, mais de toute façon, il y a tellement de cas bizarres, ils ne demandent pas plus, hein. Ils n'ont pas traité les exemples des cas pathologiques, quoi. Parce que linéairement, si je demande, si je reprends cet exemple-là, par exemple, ceci passage un mauvais exemple, et que je demande à chaque fois, il disait quoi, qu'il n'y aurait pas deux trucs consécutifs? Ah, il n'existe pas, non, pour lesquels, il faudrait que les seuils ne contiennent pas deux mots consécutifs pour lesquels la IML existe. Ouais. Faudrait en plus que, qui peut pas se terminer par un mot qui n'a pas de IM lettre, quoi, aussi. Parce que sinon, ça se termine par un espace point, ce qui n'est pas prévu, quoi. Donc voilà pour ça, il reste 9 minutes. Nombre narcissique. Nombre narcissique, je crois qu'on avait déjà fait ça en révision juste avant le confinement, en fait. Au moment où on est passé par quinzaine, là. Alors, voyons voir. Dans cet exemple, c'est un nombre naturel particulier, nombre narcissique, un nombre n à p chiffres, machin chouette. Bon, alors, je vais le passer cet exo parce que je pense qu'on l'avait déjà traité dans les premières révisions, quoi, avec nombre de chiffres. Donc, je vous invite à aller regarder, soit vous allez regarder le corrigé directement de ça, soit vous allez regarder la vidéo qui était le cours 3 bis, en fait, quoi, où j'avais fait des révisions. Et on va regarder un autre exo, alors je sais plus d'où il est extrait celui-là. Mais c'était pour montrer un truc parce qu'on n'a pas vu les tuples là, et des tuples ça peut tomber là. Hein. Et donc en 8 minutes, on va commencer à regarder un petit peu les tuples. Alors, dans les gars, on dirait un système de surveillance informatique d'une centrale nucléaire. Il y a des capteurs qui récupèrent des événements. Hein, et chaque événement, c'est un triplet, source, time, temps, hein, et information. Donc l'utilisation de la source, time c'est l'heure de l'événement, et description de l'événement, 1. En Python, on va utiliser le type suivant, hein, env égale, c'est égal, tuple avec un grand T, str, int str. Donc un exemple de tuple à 3 éléments. Donc on va revoir ça un petit peu. Donc la source à description d'événements, ce sont des chaînes de caractères, voilà, et l'heure, c'est un entier. Le nombre de secondes écoulées depuis le démarrage du système, pourquoi pas. En gros, ça c'est juste du blabla pour justifier le truc. Mais en gros, ça vous aide pas, ni vous handicape pas pour résoudre l'exo, en fait. Alors, question 3. On souhaite définir un algorithme de détection d'anomalies particulières dans un flux d'événements. La signature de la fonction Python correspond à la suivante. Okay. Bon, je vais la corriger un petit peu. Bon, en fait, inf, ça serait 2 points avec lui, là, str. Flux, 2 points avec lui. Et après, petite flèche avec, ça c'est pas ça, ça serait optional. Optional de EVT. Voilà, 2 points. D'accord, c'est pour revenir à la notation de maintenant. Inf 2.str, virgule, flux 2.list d'événements avec un grand L. Et petite flèche, optionnel de VT, ce serait comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous détecte? C'est un événement décrit par inf est présent dans le flux spécifié. Si c'est le cas, alors le premier événement correspondant est retourné. Sinon, aucun événement est retourné. Donc, on envoie none, en fait. D'accord. Donc, détection. Donc, on cherche alerte, en fait. Là, il va chercher dans les 3 tuples. Ici, il y a 3 tuples. Hein. Donc, c'est une liste de 3 tuples. Ah, c'est des listes d'événements, hein, donc des listes de tuples. Donc, dans le premier tuple, est-ce qu'il y a alerte? Non. Dans le deuxième, est-ce qu'il y a alerte? Non. Dans le troisième, est-ce qu'il y a alerte? Oui. Hein, et à chaque fois, c'est le troisième élément du tuple hein, qui nous intéresse.
c'est-à-dire celui qui correspond à, qui est appelé ici inf, et non pas source et time. Pour le deuxième, je cherche, donc, et du coup, s'il l'a trouvé, là, il renvoie tout le tuple en entier, tuple, voilà. Détection. Alors, je cherche alerte. Là, il y en a 2. Donc, il renvoie le premier qu'il trouve. Donc, réacteur 24 alerte. Donc, dès qu'il en trouve un, il s'arrête. Il renvoie le premier, il ne regarde même pas la suite. Par contre, s'il cherche explosion, là, il n'y a pas explosion. Donc, là, il renvoie none. D'accord. Donner la définition seule de la détection. Donc là, on vous demande, en gros, on vous dit que c'est déjà écrit, là, le def. Le def est déjà écrit, il y a juste à écrire la suite. Alors, est-ce que j'ai un cadre? Oui, bon, je vais l'écrire là, ça sera plus simple. On va commencer à l'écrire de haut derrière. Bon, peut-être que je vais... Dev détection, dans 5 minutes. Bon, je vais réécrire le truc. Hop. Def détection. Alors, ça prenait en argument inf et flux. Inf de type str, flux de type liste de vt, et ça renvoyait un EVT. Qui est un EVT, je vous rappelle, c'est un tuple de 3 trucs. Alors, avec une parenthèse là, c'est mieux. Hop, je décale. Bon, j'écris pas la chaîne, elle est déjà écrite. Donc c'est parti, donc je dois parcourir ma liste d'événements. Donc on va faire ça. Donc je vais prendre un événement E de type EVT, voilà, et je vais dire for E in flux. D'accord, je parcours ma liste d'événements. Donc chaque E sera un événement. Alors mon événement, il faut que je décompose en petits morceaux. Alors je sais qu'il y avait, comment ça s'appelait déjà, les 3 trucs qu'il y avait dedans. Il y avait un source, un time et un inf. Source, time et inf. Source, time. Je prends les mêmes noms, j'aurais pu prendre d'autres noms, mais je préfère prendre les mêmes noms. Et inf. Ah ok. Et détection, il s'appelait inf aussi. Ouais bon. Parce que je l'appelais int comme un con. Inf. Voilà. Du coup, lui, je peux pas. Je l'appelais int aussi. Je peux pas l'appeler inf. Donc j'ai appelé inf2 égale E. D'accord? Alors ça, c'est la manière de décomposer le tuple. Comme E, vous savez que c'est un événement, c'est-à-dire un tuple de str int str. Pour le décomposer, str int str, là, vous lui donnez 3 noms à ces machins-là pour pouvoir ensuite le manipuler. Parce que manipuler E directement, c'est un peu compliqué. Et là, on va regarder. Est-ce que, alors c'est lequel? Ouais, est-ce que inf que je recherche est égal au inf2 que je recherche? Ça voudrait dire ici que voilà, je cherche alerte et sur le troisième élément, j'ai trouvé alerte. D'accord? Le troisième élément ici, 1, 2, 3. Troisième élément ici. Est-ce que là c'est le même? Est-ce que lui c'est alerte et lui c'est alerte? Si c'est le cas, à ce moment-là, ça veut dire que je l'ai trouvé. On demande de retourner l'événement en entier. Donc à ce moment-là, je retourne E, qui est l'événement en entier. Ou je peux retourner parenthèse source time, fermer la parenthèse, ça revient au même. Je l'écris à côté. Sinon, on aurait pu faire return src, virgule, entre parenthèses, src time inf2. D'accord? Vous pouvez reconstituer votre tuple ici comme ça, d'accord? Et du coup, là, même ça, même ces 2 lignes-là, en fait, vous auriez pu les faire en une seule. Bon, là, la notation en magenta, elle n'est pas correcte, mais vous auriez pu faire for et directement source time inf2 in flux. D'accord? Vous pouvez très bien et faire un parcours de for comme ça, je vous ai mentionné en tout début de cours là, directement décomposé comme ça. D'accord?
Alors, par exception à la règle générale, hein, vous n'avez pas besoin de déclarer le type de ces machins-là. Quand vous décomposez un tube, vous n'avez pas besoin, puisque évidemment, on peut les déduire facilement. Alors attention, donc là, le if il se termine ici, le for il se termine ici. Donc quand le for est terminé, je me retrouve à cet endroit-là. Et donc comme il est possible de se retrouver à cet endroit-là, il faut savoir retourner quelque chose. Donc là, ça veut dire que j'ai passé tous les éléments de la boucle for et je suis terminé de la boucle for. Pendant que j'étais en train de faire les tours de la boucle for, je faisais des if comme ça et jamais j'ai eu cette égalité qui a été vraie. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de return. D'accord? Parce que si je fais un return, la boucle s'arrête, hein, je sors. Hein. Donc ça veut dire, si j'arrive à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai parcouru tous les éléments de la boucle for et jamais ça a été vrai. Et donc si jamais ça a été vrai, ça veut dire que j'ai jamais trouvé moins dans ma liste ici, qui est flux. Et donc dans ce cas-là, dans l'énoncé, on vous dit il faut renvoyer none. Et voilà, il est l'heure. On peut regarder vite fait la gueule de la deuxième question. Donner une définition avec signature et portée inventaire, la fonction filtre et source, qui étant donné une source et un flux, retourne les événements que ces derniers sont émis. Ouais, donc c'est pareil que la question précédente, sauf qu'au lieu de vous demander le premier, hein, on cherche les réacteurs. Ouais, c'est sur la différence, c'est sur le premier élément, et quand on envoie une liste de tout le monde, en fait, quoi. Donc ça revient à peu près à ça. Sauf ce qui va m'intéresser ici, c'est le SRC. Ouais, c'est SRC il est égal au SRC qui est fourni en argument. Et au lieu de retourner, j'aurai une liste résultat et je ferai un append dedans. Voilà. Et ça ressemble beaucoup. D'accord, mais ça c'était vraiment pour vous remontrer comment on fait pour parcourir, pour manipuler des flux là. Et ce qui est très important en fait, c'est ça là. C'est que le truc avec les tuples, c'est de les décomposer ici comme ça pour pouvoir ensuite manipuler, hein, les différents éléments du tuple. Voilà, donc bah, écoutez, on va s'arrêter là, puisqu'il est l'heure. Je vous remercie de votre attention, de votre participation qui est exceptionnelle, hein, puisque pour le dernier cours, vous avez bien participé, détecté éventuellement des oublis que j'avais faits, donc c'était très bien. Bon courage pour samedi, continuez bien de réviser. En TD, normalement, vous allez bosser un peu sur les dictionnaires, normalement, au programme. Et peut-être que votre chargé TD vous fera peut-être un petit peu réviser aussi, quoi. Hein. Qui sait. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Bon courage et puis visez la meilleure note possible. Voilà, à bientôt.